Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous allons poursuivre avec le cours de chimie thérapeutique. Mais cette fois-ci, nous allons aborder la pharmacocinétique dans le cadre de ce cours. C'est le deuxième chapitre et pour le semestre, nous avons déjà terminé avec l'introduction à la chimie thérapeutique. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Maintenant, je m'attendais à des questions. Malheureusement, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de questions. Donc, j'espère que vous avez bien compris le cours, le premier cours. C'est mon souhait. Donc là, nous sommes ensemble pour parler de la pharmacocinétique. Je pense que ce chapitre pourra être dispensé dans deux ou trois cours. Donc, vous aurez deux ou trois vidéos sur ce chapitre qui est plus ou moins long, je crois que 110 slides environ. Et puis, c'est un chapitre très intéressant et un chapitre qui est dans lequel vous allez utiliser vos connaissances en chimie organique, parce que là, on va vraiment parler de groupement fonctionnel, on va voir la structure chimique de certains médicaments. Donc, je vais prendre le soin toutefois de faire certains rappels de chimie organique pour vous. Alors, c'est quoi la pharmacocinétique? En fait, la pharmacocinétique, tout comme la pharmacologie, pharmacodynamie, c'est des sciences qui s'articulent autour du médicament. Mais la pharmacocinétique s'occupe du devenir du médicament dans l'organisme à travers quatre grandes étapes. Donc, quand vous prenez un médicament, donc vous prenez le médicament, par exemple, sous forme de comprimé, mais ce médicament n'atteint pas la cible thérapeutique, c'est-à-dire le récepteur, l'enzyme avec laquelle le médicament va se lier pour produire un effet. Donc, le médicament n'atteint pas son cible en tel qu'il est absorbé. Donc, le médicament doit subir certaines transformations avant d'atteindre sa cible thérapeutique. Donc, maintenant, le médicament va être transformé et cette transformation passe par quatre grandes étapes. C'est d'abord l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Donc, vous connaissez très bien ce sigle qui, en fait, et résume les quatre grandes étapes dans la transformation de médicaments. C'est ADME, absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Maintenant, dans le cadre de ce cours, on ne va pas parler de absorption, distribution proprement dit. On va voir quels sont les facteurs, ok, quels sont les facteurs qui peuvent influencer donc chacune de ces étapes et donc euh, modifier l'efficacité et la sécurité du médicament. On ne va pas vraiment nous baser sur tous les facteurs. Par exemple, on pourrait considérer le patient, on pourrait considérer beaucoup de facteurs, mais on va mettre surtout l'accent sur les facteurs physico-chimiques, ok? Les facteurs physico-chimiques, les facteurs métaboliques, ok? C'est ces facteurs qu'on va considérer. Mais on pourrait, et comme je vous l'ai dit, on pourrait considérer par exemple les associations, les interactions médicamenteuses, on pourrait considérer le patient en soi, ok? Le patient en soi en fonction de son âge. Donc, chacune de ces étapes peut être affectée en fonction de l'âge du patient, en fonction des problèmes sous-jacents. Là, on va tout simplement voir les facteurs physico-chimiques tels que le pH,
et l'acidité, et basicité, l'hypophilie, l'hydrophobie. Et c'est ces facteurs qu'on va considérer le poids moléculaire, la polarité, et c'est tous ces facteurs qu'on va voir. Et ensuite, on va voir aussi comment améliorer ces paramètres pharmaco et cinétiques pour, en fait, et rendre le médicament meilleur. On commence avec la distribution. Donc, distribution et survie de médicaments. On dit ici les composés qui sont les mieux capables de créer des interactions liantes. Alors, n'oubliez pas que le médicament, pour qu'il agisse, ce médicament doit être lié, doit atteindre la cible thérapeutique et maintenant former des interactions avec la cible. Donc, atteindre la cible signifie que arriver et non seulement et arriver, par exemple, pénétrer dans la cellule, mais aussi c'est former des interactions avec l'enzyme, avec le récepteur qui constitue la cible thérapeutique. Donc, ces interactions et sont indispensables pour que l'effet du médicament soit ressenti ou manifesté. Les médicaments n'agissent pas par infrarouge, par laser ou encore par Bluetooth. OK? Les médicaments, on n'est pas encore arrivé à cette étape où le médicament peut agir par Bluetooth, par infrarouge ou bien par laser. Donc, je pense que par rapport à la vitesse et dont les choses avancent dans le domaine de la science. Donc, ça peut arriver qu'un jour, un médicament agisse à distance sur une cible thérapeutique. Mais pour le moment, donc les médicaments ont besoin d'entrer en contact avec les cibles thérapeutiques et ce contact s'établit via des liaisons intermoléculaires, via des interactions intermoléculaires et ces interactions intermoléculaires sont et le plus souvent des interactions faibles. OK? Donc, on dit ici, les composés les mieux capables de créer des interactions lentes ne sont pas nécessairement les meilleurs médicaments de point de vue thérapeutique. Donc, pour que le médicament agisse, il faut que le médicament établisse des interactions avec la cible thérapeutique, mais ça ne garantit pas. C'est parce que ce médicament est capable de former des interactions que qu'il est nécessairement un bon médicament sur le plan thérapeutique. Donc, qu'est-ce qui est empêché? Qu'est-ce qui fait que ce médicament n'est pas meilleur sur le plan thérapeutique? C'est dû au fait que le médicament, bien qu'il est capable de former des interactions avec la cible thérapeutique, mais le fait que ce médicament doit circuler dans l'organisme, doit franchir un ensemble de barrières, doit faire face à un ensemble d'obstacles avant d'atteindre. Donc, ces obstacles peuvent en fait affecter la biodisponibilité du médicament, qui fait que même s'il atteint la cible thérapeutique, donc sa concentration n'est pas suffisante pour en fait produire un effet thérapeutique escompté. Une telle situation est particulièrement vraie. Une telle situation est particulièrement vraie pour les médicaments administrés par os. Donc, le médicament qui est administré par os, donc ce médicament doit être d'abord hydrosoluble. Voilà, donc le médicament doit être hydrosoluble puisqu'il doit se dissoudre dans le tractus gastro-intestinal et distribué par le sang. Donc, si le médicament est capable par rapport à sa structure chimique, par rapport au groupement fonctionnel
tel gen dans structure, nous présumer et son médicament qui est capable de former des interactions liées. Mais cependant, si le médicament n'est pas hydrosoluble, donc ce médicament ne sera pas dissous correctement dans le tractus gastro-intestinal. Et par conséquent, cette capacité à se dissoudre dans le tractus gastro-intestinal donc, va en quelque sorte donc, affecter la biodisponibilité du médicament et donc l'efficacité du médicament. Mais ce médicament doit être liposoluble. Donc, le médicament qui est administré par os, il doit être hydrosoluble parce que le médicament, généralement, on prend les médicaments avec de l'eau. Et même si on va prendre un médicament avec de l'eau, le médicament, une fois qu'il tombe dans le bouche, on va le rencontrer avec salive et salive là, constitue essentiellement d'eau. C'est-à-dire que le médicament doit être soluble, hydrosoluble, pour qu'il soit capable de dissoudre dans l'eau. Et maintenant, le médicament doit être soluble, hydrosoluble, et ce médicament doit être aussi liposoluble parce que le médicament doit atteindre le sang, le courant sanguin, qui est responsable de distribuer le médicament à tout l'organisme. Mais avant d'atteindre le sang, le médicament doit traverser l'intestin. Donc là, les cellules intestinales, le médicament doit traverser donc ces cellules et les entérocytes pour finalement se retrouver dans le sang. Maintenant, les entérocytes sont des cellules. Comme vous le savez tous, les cellules sont entourées d'une membrane plasmique et cette membrane plasmique est de nature lipidique, donc essentiellement lipidique. C'est-à-dire que le médicament doit être liposoluble pour traverser les membranes plasmiques liposolubles des entérocytes. Donc, le médicament doit être hydrosoluble pour se dissoudre dans l'eau, dans le tractus gastro-intestinal. Maintenant, arrivé à l'intestin grêle où les médicaments sont en grande partie absorbés, eh bien, le médicament doit être liposoluble parce que il doit faire face à la membrane plasmique liposoluble des entérocytes. Ouais, donc il doit y avoir un équilibre entre la liposolubilité et l'hydrosolubilité du médicament. Si le médicament est trop hydrosoluble, ça va poser un problème. Si le médicament est trop liposoluble, ça va également poser un problème. Donc, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre la liposolubilité et l'hydrosolubilité du médicament. Donc, le dit médicament devra être suffisamment stable pour résister aux acides de l'estomac. Ça, c'est l'autre aspect. C'est-à-dire que même si à première vue, donc le médicament présente des groupements fonctionnels qui lui permettront de faire des interactions avec la cible, parce que de ces interactions dépendent la réponse, de ces interactions dépend de l'efficacité du médicament. Donc, sans interaction, il n'y aura pas de réponse thérapeutique. Mais maintenant, ce médicament doit posséder certaines caractéristiques, doit faire face à l'acidité de l'estomac, doit faire face à l'armada d'enzymes et du sang qui sont prêts à attaquer ce médicament. Donc, ouais, donc avant que le médicament n'atteigne la cible thérapeutique, donc il doit faire face à des obstacles et le médicament devra être stable, okay, stable et chimiquement, métaboliquement, et ce médicament doit avoir un bon équilibre entre la liposolubilité et l'hydrosolubilité, donc pour que ce médicament puisse effectivement donc, arriver à la cible thérapeutique
interagit avec la cible pour avoir donc l'effet thérapeutique escompté. Donc, voilà, donc ce médicament qui est absorbé par voie orale. Donc, d'abord, le médicament arrive au niveau de l'estomac avec un pH égal à 1,2. Donc, ce médicament doit être suffisamment stable pour ne pas être hydrolysé au niveau de l'estomac. Ensuite, le médicament doit être suffisamment liposoluble pour traverser les entérocytes et se retrouver dans le sang. Maintenant, une fois dans le sang, vous avez une armée d'enzymes qui rentrent en contact avec le médicament. Si le médicament n'est pas stable métaboliquement, donc ces enzymes pourraient aussi faire provoquer la dégradation du médicament. Et si le médicament est dégradé, est décomposé avant même qu'il n'atteigne la cible thérapeutique, donc il n'y aura pas d'effet thérapeutique. Donc, même si le médicament résiste à toutes ces attaques, il n'y a encore aucune garantie qu'il atteindra sa cible. Le médicament lipophile, les médicaments lipophiles peuvent être séquestrés par le tissu adipeux. Donc, si le médicament est trop lipophile, dans ce cas, il sera séquestré dans le tissu adipeux, tandis que les médicaments polaires, les médicaments hydrophiles sont facilement excrétés par les reins. Donc, ouais, donc, il y a non seulement la lipophilie, l'hydrophilie, il y a aussi les enzymes, l'acidité de l'estomac. Donc, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte donc, dans la conception des médicaments pour que ceux-ci atteignent leur cible et produire l'effet escompté. En outre, si les médicaments sont anioniques, c'est-à-dire le médicament possède des groupements avec une charge négative. Donc, les médicaments peuvent être liés aux protéines plasmatiques, ok, parce que les protéines plasmatiques, donc, ils possèdent des groupements NH3+, c'est-à-dire qu'on parle de protéines, donc les protéines possèdent pour la plupart des acides aminés basiques, donc les acides aminés basiques, c'est-à-dire qu'ils possèdent des groupements NH2+ supplémentaires dans les acides aminés basiques, comme lysine par exemple. Donc en fait, ces groupements amino NH2, donc APH sanguin, sont protonés, donc ils sont sous forme de NH3+. Donc si vous avez des anions d'un côté et un groupement NH3+, donc il va y avoir interaction entre les médicaments anioniques et les groupements positifs des protéines plasmatiques. Tandis que s'ils sont cationiques, amen, ce sont les acides nucléiques qui les retiennent. Donc les acides nucléiques, pourquoi? C'est parce que dans les acides nucléiques, vous avez le groupement phosphate qui possède des charges négatives. Donc si le médicament est cationique, alors, oui, si le médicament est cationique, et, par exemple, les médicaments cholinergiques ou anticholinergiques qui possèdent un atome d'azote quaternaire avec une charge positive, donc ces médicaments cationiques sont capables ou même liés à des molécules de l'organisme qui possèdent des groupements avec des charges négatives, par exemple les acides nucléiques. Comme vous le savez, les acides nucléiques sont formés de nucléotides et les nucléotides et unité structurelle des acides nucléiques. Donc, il y a une ribose ou bien désoxyribose, possédé un lien avec une base, un lien avec une base et puis un lien avec un groupement phosphate. Et groupement phosphate là, les mêmes, ils gagnent des charges négatives. Donc, charges négatives, ça est capable interagir avec les groupements positifs des médicaments.
Donc, les médicaments qui sont séquestrés de la sorte ne sont pas disponibles pour agir sur le cible. Donc, si le médicament est kidnappé, est séquestré dans le tissu adipeux, donc ce médicament n'est pas libre, ce médicament n'est pas disponible pour agir sur la cible thérapeutique. Donc, il faut rappeler que et c'est la concentration plasmatique du médicament libre, c'est-à-dire non lié, qui reflète de manière décisive la biodisponibilité d'un médicament. C'est-à-dire que si le médicament est séquestré quelque part, ce médicament n'est pas libre. Donc, ce médicament ne pourra pas cependant manifester son effet thérapeutique. Donc, seule une petite fraction de la quantité administrée de médicaments sera vraiment en mesure d'atteindre sa cible et on appelle effet de premier passage la perte de médicaments qui est due à son passage via le tractus gastro-intestinal, le foie et le torrent sanguin. Donc, le médicament doit faire face à beaucoup d'obstacles avant d'atteindre la cible. Maintenant, lors de la conception du médicament, donc on étudie effectivement l'impact, l'influence de ces obstacles sur la concentration plasmatique du médicament. Et s'il le faut, on fait des modifications dans la structure du médicament pour que, en fait, l'effet de ce premier passage n'ait pas vraiment beaucoup d'impact sur la concentration plasmatique du médicament. Donc, nous allons, dans cette deuxième partie, considérer divers paramètres et pharmacocinétiques qu'il faut prendre en compte dans le design de médicaments, dans la conception du médicament, justement pour éviter les effets négatifs du premier passage et dans le tractus gastro-intestinal. Introduction pour atteindre sa cible. Donc, un médicament dépend essentiellement de ses propriétés physiques, tant physiques que chimiques. Donc, de ses propriétés physico-chimiques, parmi ses propriétés, il y a la stabilité chimique, mais aussi métabolique. La stabilité chimique, mais aussi métabolique. La balance entre le caractère hydrophobe et hydrophile, le pourcentage d'ionisation de la molécule en fonction du pH, le gabarit du médicament. Donc, on va considérer ces quatre facteurs et voir comment ces facteurs peuvent influencer la biodisponibilité du médicament et quelles sont les modifications qu'on peut faire dans la structure chimique du médicament pour améliorer donc, sa stabilité chimique, sa stabilité métabolique, etc. La stabilité chimique des médicaments, en fait, c'est quoi la stabilité? Donc, la stabilité, c'est cette capacité que possède le médicament à conserver son intégrité physique, chimique, thérapeutique et microbiologique au fil du temps. Donc, c'est ça la stabilité chimique. Donc, c'est cette capacité que possède le médicament à conserver donc, ses propriétés, ok? Donc, son intégrité physique, chimique, thérapeutique et microbiologique du médicament. Donc, maintenant, et quand, ici, il est dit, idéalement, les médicaments doivent être stables du point de vue chimique. Les médicaments doivent être stables du point de vue chimique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se décomposer en solution aqueuse et pas seulement en solution aqueuse, ok? Pas seulement en solution aqueuse. Donc, et, et la stabilité, c'est pas seulement en solution aqueuse, il y a la stabilité vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis des oxydants, etc. OK? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se décomposer en solution aqueuse. Alors, comme là, on parle de médicaments
On parle de l'absorption de distribution. C'est pour la raison pour laquelle on fait référence à la solution aqueuse. Mais cependant, il faut savoir que donc, le médicament doit être stable, non seulement vis-à-vis des solutions aqueuses, mais vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de la chaleur, vis-à-vis de l'humidité, vis-à-vis de d'autres facteurs, ok, bien d'autres facteurs. Donc, quant aux médicaments administrés par os, ils doivent résister aux rudes conditions acides rencontrées dans l'estomac. Donc, c'est la stabilité chimique encore. Or, il existe plusieurs molécules de médicaments importants qui possèdent des groupes fonctionnels fragiles susceptibles d'être facilement hydrolysés au niveau de l'estomac. Par exemple, les pénicillines. Les pénicillines et antibiotiques et présentent un cycle bêta-lactame qui est chimiquement labile, tandis que les substances cholinergiques présentent un ester vulnérable. Alors, l'ester vulnérable, c'est vis-à-vis des enzymes, alors que le cycle bêta-lactame, c'est vis-à-vis de l'acidité de l'estomac. Donc, vous avez en bleu dans l'image qui est présenté ici, vous avez en bleu le cycle bêta-lactame. Ok, le cycle bêta-lactame, c'est le cycle bêta-lactame, c'est le cycle caractéristique le cycle caractéristique des pénicillines, des céphalosporines. Donc, ce cycle, c'est un cycle qui est très vulnérable vis-à-vis de l'acidité de l'estomac. Oui, donc on reprend. Et justement, je parlais du cycle bêta-lactame qui caractérise les pénicillines et les céphalosporines. Donc, ce cycle est non seulement indispensable à l'activité de ces molécules, mais c'est un cycle qui est vulnérable et très vulnérable vis-à-vis de l'acidité au niveau de l'estomac. Donc maintenant, s'il y a ouverture du cycle, comme il est dit ici, donc il s'ensuit une perte d'activité. Donc maintenant, c'est un cycle. Ce cycle doit être protégé. Si on veut administrer un médicament avec le cycle bêta-lactame et par voie orale, il faudra trouver une stratégie pour protéger le cycle contre l'acidité de l'estomac. Sinon, c'est administrer le médicament par voie intraveineuse pour pouvoir contourner cet obstacle au niveau de l'estomac. La stabilité métabolique des médicaments, les médicaments doivent, les médicaments doivent aussi résister vis-à-vis des diverses enzymes de la digestion et du métabolisme. Donc, n'oubliez pas que dès que vous mettez médicaments dans la bouche, donc médicaments liés en contact avec toutes sortes d'enzymes, enzymes que nous avons dans la salive, enzymes que nous parlons au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Donc, le médicament par la contact avec des enzymes, donc le médicament doit pouvoir résister et aux attaques de ces enzymes, donc que ce soit dans le tractus gastro-intestinal ou encore dans le sang. Donc, l'étude selon laquelle ces enzymes altèrent les médicaments est ce qu'on appelle le métabolisme des médicaments, tandis que les produits obtenus à la suite de ces biotransformations sont les métabolites des médicaments. Donc, quand vous avez un médicament qui subit, qui est dégradé, qui est décomposé et par un enzyme, donc le médicament produit de nouvelles molécules qu'on appelle métabolites. Donc, vous avez un médicament qui subit l'action
et d'une enzyme. Donc, ce médicament A est transformé en une molécule B. B, c'est un métabolite du médicament. B peut être transformé en C. C encore, c'est un métabolite. C peut être transformé en D. D, c'est encore un autre métabolite. Donc, jusqu'à obtenir un métabolite très hydrophile, très polaire, facilitant l'excrétion de ce médicament. Donc, diverses stratégies existantes peuvent être mises à profit pour rendre un médicament résistant vis-à-vis de sa métabolisation, tout comme il y a des stratégies qui peuvent être utilisées pour rendre le médicament résistant vis-à-vis de l'estomac, l'acidité de l'estomac. Donc, c'est ce qu'on se propose de voir dans le cadre de ce cours, de comment modifier structurellement les médicaments afin d'améliorer leurs paramètres et pharmacocinétiques. Idéalement, un médicament devrait être rendu insensible vis-à-vis du métabolisme. OK? Car la conduite thérapeutique se complique assez vite lorsque des métabolites apparaissent. Pourquoi? C'est parce que les métabolites qui dérivent du métabolisme des médicaments, la plupart du temps, ces métabolites possèdent aussi des propriétés et ils peuvent être soit toxiques et par conséquent avoir des problèmes ou encore ils possèdent des propriétés thérapeutiques qui interfèrent avec les propriétés de la molécule mère. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle, avant même de mettre un médicament sur le marché, donc, on réalise des essais précliniques, essais précliniques au cours fait desquels, donc, on étudie le métabolisme du médicament et voir si au cours du métabolisme, donc, il n'y a pas de métabolite qui donne des problèmes. Donc, ça peut arriver aussi qu'au cours de ces études, on trouve un métabolite soit avec une propriété thérapeutique qui est plus intéressante, qui est plus exaltée et un effet thérapeutique beaucoup plus intéressant que la molécule de départ. Et des fois, on laisse tomber la molécule de départ, on continue avec le métabolite comme médicament. Il se peut aussi qu'au cours de ces études, on trouve des métabolites qui ont des propriétés diamétralement opposées avec la molécule de départ et non seulement diamétralement opposées, mais qui sera beaucoup plus rentable sur le marché. Et dans ces cas, on laisse toujours tomber la molécule de départ et on poursuit avec le métabolite. Donc, il y a le côté positif et le côté négatif des métabolites. Mais l'important, c'est qu'avant que le médicament ne soit autorisé à être commercialisé, donc il faut étudier le métabolisme du médicament et voir si au cours de ce phénomène, ce processus, donc il n'y a pas formation de métabolites qui peuvent occasionner des problèmes de santé. En effet, les métabolites formés occasionnent des effets qui sont différents du médicament original. Dans certains cas, l'activité tombe à zéro. Dans d'autres cas, les métabolites s'avèrent toxiques. Et dans d'autres cas aussi, on l'avait dit, les métabolites ont des effets thérapeutiques beaucoup plus importants que la molécule de départ ou encore des effets importants, mais diamétralement opposés avec la molécule de départ. Par exemple, les métabolites du paracétamol sont hépatotoxiques, tandis que certains hydrocarbures polycycliques sont cancérigènes en raison de leur biotransformation en époxyde. Donc, on va voir en détail le cas du paracétamol, puisque c'est un médicament et courant qu'on utilise beaucoup. Donc, le paracétamol, c'est un antipyrétique analgésique et de palier 1. Palier 1, donc pour les analgésiques, il y a trois paliers, 1, 2, 3.
Par exemple, morphine, c'est palier 3 et tramadol palier 2, paracétamol palier 1. Maintenant, et paracétamol, on sait que c'est un médicament qui est hépatotoxique, toxique pour le foie, à raison si vous dépassez 4 grammes par jour. 4 grammes à raison de 4, une dose de 4 grammes par jour, donc ce sera toxique. Alors, idéalement, chacun des métabolites doit être inactif et excrété rapidement. Voilà ce qu'on attend d'un métabolite, c'est que le métabolite est inactif et excrété rapidement. Et le rôle du métabolisme, c'est effectivement de transformer le médicament en une molécule beaucoup plus polaire par rapport au médicament même et de façon à faciliter son expression. Et la polarité l'augmentation de la polarité du métabolite va faciliter son expression dans l'urine, puisque l'urine est essentiellement constituée d'eau et on sait que l'eau est polaire. Donc, si à partir du médicament, on obtient des métabolites plus polaires, donc ces médicaments n'auront donc pas de problème à être excrétés dans l'eau. Oui, maintenant nous allons voir pour le paracétamol, comme je l'avais dit, donc c'est un médicament courant qui est peut-être l'un des médicaments les plus utilisés à travers le monde. Donc, je vais vous expliquer comment le médicament peut être, un métabolite du médicament peut être toxique pour l'organisme. Donc, comme je l'avais dit, le médicament, une fois ingéré, va subir des transformations au niveau du tractus gastro-intestinal et au niveau du sang éventuellement au niveau du foie. Le point essentiel est que le métabolisme du paracétamol dépend de la dose administrée. La dose thérapeutique, 3 grammes par jour, plus de 85% du paracétamol administré sera gluco ou sulfoconjugué. Donc ça, c'est le métabolisme. C'est le métabolisme. Parce que le métabolisme, en fait, le rôle du métabolisme, comme je l'avais dit, c'est de transformer le médicament en un autre produit qui est beaucoup plus polaire. Donc, la glucoconjugaison ou encore la sulfoconjugaison, le rôle de ces processus, c'est de rendre le médicament plus polaire de manière à faciliter son excrétion. OK? Donc, la gluco ou la sulfoconjugaison génère des métabolites hydrosolubles, plus hydrosolubles que le paracétamol. OK? Donc, génère ainsi des métabolites hydrosolubles excrétés dans les urines. Maintenant, une fraction minime, 5 à 8%, sera métabolisée via le cytochrome P450, surtout l'isoforme cytochrome P450, 2, E1, etc. Et vous avez différentes isoformes ici. En intermédiaire électrophile hautement réactif et toxique. Donc, le N-acétyl parabenzokinine imine, NAPKI. Donc, cet intermédiaire hautement réactif et toxique, produit en quantité infime à dose thérapeutique, est cependant conjugué au glutathion hépatique, donnant lieu à des conjugués de mercaptate avant l'élimination dans l'urine. Donc, quand le paracétamol est utilisé à dose thérapeutique, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Même s'il y a une production d'une quantité minime de d'intermédiaires de métabolites hautement réactifs et toxiques, mais cette quantité minime est prise en charge par le glutathion hépatique, ok, le glutathion hépatique, donc ce qui en fait
et protège l'organisme donc de la toxicité du N-acétyl parabenzokénine. Mais c'est quand on prend et on respecte la dose thérapeutique de 3 grammes par jour. Mais quand on va au-delà de 4 grammes, à ce moment, il y a production de beaucoup plus de N-acétyl parabenzokénine et cette quantité dépasse à ce moment la capacité de l'organisme à gérer cet intermédiaire réactif et toxique et par conséquent, donc cela peut donner lieu à de graves problèmes. À dose suprathérapeutique, c'est-à-dire quand on va au-delà de la dose thérapeutique, généralement, il ne faut pas dépasser 4 grammes par jour. Il se produit une saturation des voies de glucuronidation et de sulfation, de telle sorte que une fraction beaucoup plus importante de paracétamol est dérivée vers la voie du cytochrome P450. Donc, le problème, c'est que lorsque nous prenons trop paracétamol, nous prenons plus que ça, nous avons supposé prendre, mais voie normale de métabolisation vient saturer et puis, on vient une quantité de paracétamol qui est allé vers la voie des cytochromes P450 et cette voie, les-mêmes, les produit un métabolite toxique, le NAPKI. Donc, l'idéal serait que tout paracétamol là, n'est pas entré dans la voie du cytochrome P450. Mais quand on va au-delà de la dose thérapeutique, eh bien, les voies de glucuronidation et de sulfation sont saturées, et même ou bien en quantité qui dérive vers la voie du cytochrome B450 et qui prend le licence à cet intermédiaire hautement toxique, hautement réactif. Donc, la concentration de ce métabolite dépasse alors les capacités de prise en charge par le glutathione. OK? Donc, le NAPKI hautement réactif forme des liaisons covalentes avec le groupe cystéine des protéines hépatocytaires, donnant lieu à des liaisons oxydatives et à une nécrose centrolobulaire, nécrose de zone 3 du lobule hépatique. Donc, voilà pourquoi on dit que le paracétamol est hépatotoxique quand on prend des doses suprathérapeutiques. Donc, c'est une toxicité dose dépendante. Voilà, donc il y a ce schéma qui nous montre le métabolisme du paracétamol. Donc, on dit paracétamol ou acétaminophène, c'est même barre là. Donc, voici les voies prioritaires de dégradation, de métabolisation, voies prioritaires ou bien de métabolisation et glucuronidation ou encore sulfation, ouais, sulfation. Donc, dans glucuronidation, donc, on va gagner et, et en molécule acide glucuronique, ok, acide glucuronique, un dérivé de glucose, acide glucuronique qui va réagir avec l'acétaminophène. Et si vous voyez bien l'acide glucuronique, voici l'acide glucuronique, donc qui possède non seulement la fonction acide carboxylique, mais trois groupements OH, donc c'est un groupement extrêmement polaire. Donc l'addition de l'acide glucuronique à paracétamol forme un métabolite extrêmement polaire qui va être facilement, rapidement excrété dans les urines. C'est le cas aussi pour ce groupement sulfate qui est ajouté. Vous voyez bien ici, c'est SO3H, ok? Donc ça provient de l'acide sulfurique, ok? De l'acide sulfurique, ou bien de l'ion mono ou dihydrogénosulfate.
Donc, ce groupement augmente considérablement la polarité, l'hydrophilie et de ce métabolite, donc ce qui va favoriser donc l'excrétion urinaire rapidement. Donc, les voies normales de métabolisation, c'est glucuronidation ou encore sulfation. Mais quand vous prenez l'acétaminophène en trop grande quantité, il y a une partie qui est dérivée vers la voie du cytochrome P450, mais qui peut produire un intermédiaire réactionnel, un métabolite toxique, qui s'il pas en grande quantité, lui-même, il peut neutraliser par glutation, ok, il peut neutraliser par glutation, mais par contre, s'il est en grande quantité, à ce moment, a toujours une petite quantité qui neutralisée par glutation, mais reste là, il peut former des liaisons avec des protéines, des acides nucléiques. Donc, c'est ça qui peut provoquer des nécroses au niveau du foie. Donc, il faut faire attention avec le paracétamol, et parce que c'est un médicament qui peut être hépatotoxique au-delà de la dose thérapeutique. La stabilité métabolique du médicament, un autre problème provient du fait que l'activité des enzymes intervenant lors de la métabolisation varie d'un individu à l'autre. Et une enzyme qui participe dans le métabolisme des médicaments, c'est le cytochrome P450. Le cytochrome P450, c'est des enzymes que nous jouons notamment au niveau du foie. En fait, ces enzymes sont des hémoprotéines contenant un M, okay, le groupe en prosthétique, et du fer, donc qui joue un rôle métabolique déterminant lors des réactions oxydatives se déroulant dans le foie. Donc, d'un patient à l'autre, les proportions relatives de diverses enzymes et de divers cytochromes P450 peuvent varier, ce qui signifie qu'on assistera à des fluctuations dans le degré de métabolisation des médicaments. L'activité des P450 peut être influencée par d'autres produits chimiques. Certains aliments, par exemple, peuvent influencer, modifier l'activité des enzymes. Alors, un petit rappel, il faut dire que les enzymes, c'est des molécules, okay, des biocatalyseurs, des protéines, des macromolécules qui dont le rôle, c'est d'augmenter la vitesse des réactions. OK? Donc, les enzymes sont des molécules hautement spécifiques, OK? Hautement spécifiques, dont l'activité peut être influencée par des produits. Donc, il y a des produits qui peuvent augmenter l'activité enzymatique, on les appelle activateurs. Il y a des produits aussi qui peuvent diminuer l'activité des enzymes ou tout simplement bloquer l'activité des enzymes. On les appelle inhibiteurs. OK? Donc, certains aliments, par exemple, peuvent modifier l'activité de ces enzymes. Le chou de Bruxelles et la fumée de cigarette exaltent l'activité des cytochromes P450, tandis que le jus de pamplemousse la freine. Et on verra dans la suite qu'est-ce qu'il y a dans le jus de pamplemousse qui freine l'activité des enzymes. Et c'est très important parce que si un médicament est métabolisé par les cytochromes P450, le médicament est métabolisé par cytochrome P450 et maintenant, et cette enzyme est bloquée par le pamplemousse. Donc, ce médicament va rester tel quel dans l'organisme. OK, ce médicament donc, ne sera pas métabolisé et par conséquent, donc ce médicament va rester tel quel et ce médicament va, et si c'est un médicament qui donne des effets secondaires graves, donc ces effets vont persister dans l'organisme et nuisent au patient.
Ceci peut avoir de graves conséquences sur l'activité des médicaments dont le métabolisme dépend des enzymes P450. Cyclosporine ou les dihydropyridines sont plus efficaces avec le jus de pamplemousse. Donc ça, c'est le bon côté. OK, ça, c'est le bon côté. Ouais, le jus de pamplemousse freine l'activité des cytochromes P450, mais on met à profit cette capacité, cette propriété du jus de pamplemousse avec la cyclosporine et les dihydropyridines. Parce que si on prend cyclosporine ou dihydropyridine avec le jus de pamplemousse, donc ces médicaments seront plus efficaces. Mais la terphénadine manifeste de graves effets toxiques. La terphénadine manifeste de graves effets toxiques. Dépendamment du médicament, donc on peut avoir des effets inverses. Il y a des médicaments qui sont capables, comme tels, d'inhiber ou d'exalter les P450. Alors, devoir de recherche, donc vous allez dresser la liste des médicaments qui peuvent inhiber et les médicaments qui peuvent exalter les cytochromes P450. Donc, vous m'enverrez ça au cours de la semaine. Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour me faire parvenir cette liste de médicaments. Voilà, donc on a ici la terphénadine qui est métabolisée par le cytochrome P450 et 3A4. Donc ça, c'est des sous-familles, etc. Mais c'est cytochrome P450. Si P signifie cytochrome P450. Maintenant, il y a une oxydation. On devrait, voilà, il y a une oxydation. L'oxydation se produit au niveau du radical tertre butylique sur le noyau benzylique, sur le noyau benzénique. OK? Donc, il y a, dans terphénadine, on a quoi? On a un atome d'hydrogène. On a un atome d'hydrogène. Et puis, dans fexofénadine, cet hydrogène est transformé en fonction acide carboxylique. Maintenant, analyse que nous sommes capables de faire de terphénadine, c'est une molécule qui, bien qu'elle possède deux groupements hydroxyle, mais par rapport à la longueur de la chaîne carbonée, le nombre de cycles hydrocarbonés qu'elle gagne, c'est un médicament qui est normalement lipophile. Ce n'est pas un médicament qui va être vraiment, qui est soluble, qui est très soluble, et de telle sorte que qui puisse être administré par voie orale. Donc, il y a trop de carbone, trop de cycles. OK? Donc, il y a très peu de groupements polaires. Donc, le fait qu'il y a très peu de groupements polaires, donc, il n'y a aucune garantie que ce médicament pourra être dissous dans le tractus gastro-intestinal. Donc, c'est un médicament qui est utilisé et, et pour les usages externes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand ce médicament est arrivé au niveau du sang, le cytochrome P450, cette famille de cytochromes transforme l'atome d'hydrogène en rouge en fonction acide carboxylique. Donc, cette fonction acide carboxylique vient augmenter la polarité et par conséquent, donc, ce médicament est plus soluble et pourra être mieux absorbé que terphénadine. Qu'est-ce qu'on dit ici? La terphénadine n'est pas active, mais à la suite de sa biotransformation, il apparaît un métabolite, la fexofénadine, qui constitue le médicament actif. Si à cause du jus de pamplemousse, le métabolisme est freiné, il s'ensuit alors une accumulation de terphénadine dans l'organisme, ce qui peut occasionner alors des effets toxiques au niveau cardiaque. Voilà pourquoi actuellement c'est le fexofénadine elle-même qui est utilisée, qui est prescrite à la place de terphénadine. OK? Donc, c'est clair. Donc,
le métabolisme de théophényladine dépend du cytochrome P450. Donc, si le cytochrome P450 est bloqué par le jus de pamplemousse, eh bien, la théophényladine va rester telle qu'elle dans l'organisme et éventuellement produire des effets toxiques au niveau cardiaque. Donc, voilà pourquoi on laisse tomber théophényladine, on utilise la fixofénadine directement, qui est la molécule active, c'est-à-dire qu'il ne va pas subir l'action de cytochrome P450. Alors, j'ai pris le soin de mettre ces informations pour vous. Donc, voici l'image du pamplemousse. Dans le jus de pamplemousse, ce sont principalement des furanocoumarines qui bloquent certaines enzymes du système cytochrome P450, en particulier CYP et 3 à 4 qui est responsable à 80% du métabolisme des médicaments. Donc, les principales substances responsables sont bergamotine, et là, on a bergamote, ok? Bergamotine, et puis on a 6', 7', dihydroxybergamotine. Donc, ce sont ces molécules qui interagissent avec les cytochromes P450 qui bloquent, qui inhibent les cytochromes et empêchent à ces enzymes de métaboliser les médicaments qui en dépendent. Il y a aussi des médicaments qui sont capables, comme tels, d'inhiber ou d'exalter les enzymes. Donc, on a vu un fruit, un aliment qui peut bloquer les P450, mais il y a des médicaments aussi qui peuvent bloquer les 450. Il y a, et on assiste alors à une interaction médicament. Donc, ça, c'est interaction médicamenteuse. Tout à l'heure, on parle d'interaction aliment-médicament. Maintenant, c'est interaction médicamenteuse, c'est-à-dire un phénomène par lequel la présence de médicaments influence l'activité de l'autre, mais pas de façon directe, mais c'est de façon indirecte. Plusieurs antibiotiques, par exemple, peuvent se comporter comme des inhibiteurs des cytochromes P450, de sorte qu'ils provoqueront un ralentissement du métabolisme de tout autre médicament appelé à être biotransformé par ces enzymes. Comme autre exemple, on peut citer l'interaction médicamenteuse qui se manifeste entre la warfarine, un anticoagulant, et le phénobarbital, un barbiturique, et antiépileptique, anticonvulsivant, et, ou avec la cimétidine, un anti-ulcéreux. Le phénobarbital stimule les cytochromes P450. Donc, phénobarbital, c'est un activateur. C'est ce qu'on appelle induction enzymatique, de sorte qu'il provoque une accélération du métabolisme de la warfarine, rendant ainsi ce médicament moins efficace. Donc, le fait que le phénobarbital stimule les cytochromes P450, c'est-à-dire augmente l'activité des cytochromes P450, mais cette augmentation de l'activité donc, va provoquer aussi une accélération du métabolisme de la warfarine et par conséquent, la warfarine passe moins de temps qu'il en faut dans l'organisme et par conséquent moins efficace. Donc, si le médicament devait passer 4 heures de temps, avec l'augmentation, l'accélération du métabolisme, donc le médicament va passer 2 heures de temps, ok? Et par conséquent, médicament moins efficace. Par contre, la cimétidine inhibe les cytochromes P450, ralentissant de la sorte le métabolisme de la warfarine. Est-ce que vous voyez bien? De telles interactions médicamenteuses modifient les taux plasmatiques de warfarine et pourrait occasionner de sérieux problèmes si ces concentrations étaient décalées en dehors de la fourchette thérapeutique normale. La phytothérapie n'est pas épargnée non plus par ce genre de problème. Le millepertuis est un remède populaire utilisé pour traiter en douceur les dépressions. Il s'est avéré toutefois que cette plante exalte l'activité enzymatique des cytochromes P450 et qu'à ce titre, elle diminue l'efficacité des contraceptifs
oraux et de la warfarine. Donc, en raison de ces problèmes causés par l'activation ou la désactivation des cytochromes, les nouveaux médicaments qui sortent sont habituellement testés en vue de vérifier s'ils exercent un quelconque effet P450. Qui plus est, dans bon nombre de projets, l'une des exigences pour qu'un nouveau médicament poursuive son développement est qu'il n'exerce aucun effet sur les cytochromes P450. Donc, la raison est que ces enzymes et cytochromes P450 donc, participent essentiellement au métabolisme des médicaments. Donc, si leur activité est modifiée, donc cela peut avoir une influence sur la concentration plasmatique des médicaments et il en résulte soit une toxicité, soit une diminution de euh, l'effet thérapeutique, tout comme une amélioration de l'effet thérapeutique selon le cas. Maintenant, on va parler de la balance hydrophile-hydrophobe. Un médicament doit être caractérisé par une balance correcte entre ses propriétés hydrophiles et hydrophobes. Alors, je rappelle que le médicament doit être suffisamment hydrophile pour se dissoudre dans le tractus gastro-intestinal et circuler dans le sang. Le sang est essentiellement composé d'eau, donc l'eau est polaire, l'eau est hydrophile, ouais. Donc le médicament est hydrophile, mais ce médicament n'a aucun problème à se mettre ensemble avec d'autres molécules hydrophiles. Si le médicament est hydrophobe, donc le médicament n'a aucun problème à se mettre ensemble avec les molécules hydrophobes. Par exemple, la membrane plasmique des cellules est hydrophobe, est essentiellement composée de lipides. OK? Donc maintenant, le médicament n'a aucun problème à traverser la membrane plasmique parce que mais cette membrane est de nature lipidique. Donc, qui se ressemble, ça ressemble. Maintenant, le problème, c'est que l'organisme n'est pas totalement hydrophile, n'est pas totalement hydrophobe. Donc, c'est un milieu hétérogène à tout point de vue. Et par conséquent, il faut être équilibré. OK? Donc, le médicament doit avoir une bonne balance entre ses propriétés hydrophiles et ses propriétés hydrophobes. Donc, en l'absence alors, rapidement, quand on parle de propriétés hydrophiles et propriétés hydrophobes, on avait vu l'exemple de fexofenadine ou bien terfenadine. Donc, bon, on prend deux exemples. Pour nous, par exemple, si vous prenez un alcane comme propane, CH3, CH2, CH3, c'est hydrophobe. Mais si vous prenez, par exemple, un alcool, ok, un alcool, CH2, et CH3, CH2, c'est hydrophile. Ouais, donc le groupement hydroxyle fait la différence. C'est le groupement hydroxyle qui fait la différence. Donc quand on parle d'hydrophile, il faut d'abord, étymologiquement, hydrophile, c'est tout ce qui a de l'affinité pour l'eau, ok, donc qui partage les mêmes propriétés que l'eau, donc c'est des molécules polaires. Hydrophobe, c'est qui n'a pas d'affinité pour l'eau, donc c'est des molécules apolaires. Et comme les hydrocarbures, le benzène, ce sont des molécules apolaires. Par contre, si vous prenez les cétones, aldéhydes, et c'est des molécules polaires, et cette polarité varie en fonction de la chaîne carbonée. OK? Donc, la fonction acide carboxylique, les acides carboxyliques sont des molécules polaires. La polarité varie en fonction de la chaîne carbonée. Et voilà. Donc, en l'absence d'une telle répartition harmonieuse de ces caractéristiques, les médicaments présenteraient plusieurs inconvénients. Par exemple, les médicaments qui ont un caractère trop polaire sont facilement excrétés par les reins et traversent difficilement les barrières lipidiques des membranes. Est-ce que vous comprenez bien? Trop polaire, c'est un problème. C'est vrai qu'un médicament trop polaire, c'est un médicament qui est très hydrophile. Il n'y a pas de problème pour le dissoudre dans le tractus gastro-intestinal. Excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème qu'on est là pour le traverser la membrane plasmique. Parce que la membrane plasmique, là, lui-même, est hydrophobe. Donc, le médicament trop hydrophile
Donc, là, il y a un problème pour le traverser la membrane plasmique, là, parce que la membrane plasmique est hydrophobe. OK? Maintenant, même médicament, ça, s'il est trop polaire, qu'on a là, on est capable de bailler par voie intraveineuse, mais par conséquent, l'a excrété facilement, parce qu'il y a un peu l'affinité pour l'eau. Ce médicament va être excrété facilement. Son médicament qui pas pral besoin trop et transformation parce que qui pas pral métaboliser trop, on est capable de dire comme ça, parce que le rôle du métabolisme, c'est de rendre le médicament plus polaire de façon à faciliter son excrétion. Mais si le médicament est déjà trop polaire, donc c'est-à-dire le médicament est déjà prêt à être éliminé par les reins dans les urines. Justement, donc ça veut dire que sauf pour un médicament qui est trop polaire, le médicament ça facilement excrété par les reins, par conséquent, tant que le supposé faire dans l'organisme, ça ne pas fait, donc le médicament est moins efficace. Les médicaments qui sont trop lipophiles ne se solubilisent pas dans l'eau. Vous le comprenez, l'eau est hydrophile alors que le médicament est trop lipophile. OK? Donc, par conséquent, le médicament pas bien dissoudre. Donc, ce médicament sera mal réabsorbé à partir du tractus gastro-intestinal, vu qu'ils sont plutôt disposés à coalescer dans les globules graisseux, mais ce qui les empêche d'interagir avec l'épithélium intestinal. Même s'ils parviennent à atteindre le courant sanguin, ils en seront rapidement écartés et séquestrés dans les adipocytes de l'organisme. Donc, un médicament qui est séquestré mais ne pourra pas agir parce que la forme du médicament qui a une action, c'est la fraction libre du médicament, c'est-à-dire cette fraction qui circule dans le sang. Donc, si le médicament est séquestré, kidnappé par les adipocytes, donc le médicament ne sera pas disponible pour former des interactions avec la cible thérapeutique. Les médicaments qui se lient fortement à leur récepteur sont en général des molécules ionisées, ok, très polaires, alors que celles-ci ont peu de chances de traverser les membranes plasmiques lipophiles de la muqueuse intestinale ou encore la barrière hémato-encéphalique. Par contre, les médicaments qui sont capables de franchir facilement les membranes plasmiques lipophiles vont se retrouver dans les régions adipeuses de l'organisme et auront peu tendance à se lier au site de fixation de leur récepteur. Ouais, problème. Donc maintenant, il ressort de tout ceci que les meilleurs médicaments résultent habituellement d'un subtil compromis entre ces deux comportements extrêmes. Ils ne sont jamais ni trop polaires, ni trop hydrophiles. Donc, c'est ce qu'on appelle la balance hydrophile-hydrophobe. Donc, le médicament ne doit pas être trop polaire, ni trop hydrophile. Trop polaire, avec une difficulté pour traverser la membrane plasmique des entérocytes. Trop polaire, administré par voie intraveineuse, la excrété rapidement. Trop lipophile, médicament pas capable de dissoudre dans le tractus gastro-intestinal. Trop lipophile, la traverser la membrane plasmique des entérocytes avec facilité, mais une fois tombé dans le sang, le médicament sera séquestré dans le tissu adipeux et par conséquent, le médicament ça pas gain une concentration plasmatique suffisante pour produire un effet thérapeutique. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'hydrophilie et l'hydrophobicité des médicaments. Parlons maintenant du degré d'ionisation des médicaments. Donc, on va parler du degré d'ionisation des médicaments et aussi du gabarit. Donc, on est en train de parler des quatre facteurs qui est capable d'influencer les différentes étapes de la pharmacocinétique des médicaments, à savoir absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Alors, c'est quoi le degré d'ionisation des médicaments? Donc, le degré d'ionisation des médicaments correspond à la proportion de ces molécules qui sont ionisées, chargées électriquement, par exemple CO-,
Alors, il faut dire que dans les médicaments, il peut y avoir des groupements ionisables. Les groupements ionisables, c'est COO- et puis NH2. Alors, les groupements ionisables, c'est COO, les groupements acide carboxylique, COOH, et puis le groupement amino NH2. Donc, sous forme ionique, on a gagné pour l'acide carboxylique COO-, et puis pour le groupement amino, c'est NH3+. Donc, NH3+, NH2, c'est une base de Lewis, alors que COO-, donc c'est un acide, et pas acide de Lewis, c'est un acide de Bronsted, et ou bien Lowry qui est capable de libérer un proton en solution. Donc, alors, et donc c'est la proportion, degré d'ionisation, donc c'est la proportion de ces molécules qui sont ionisées par rapport aux molécules non ionisées, c'est-à-dire qui sont neutres dans un milieu donné. OK? Donc maintenant, pourquoi c'est important? C'est important et dans le domaine de la pharmacologie, dans le domaine de la pharmacocinétique, parce que seules les formes non ionisées traversent facilement la membrane biologique. Ouais, c'est important parce que plus le médicament est ionisé, plus il lui sera difficile de traverser la membrane plasmique. Donc, la forme ionisée est souvent plus soluble dans l'eau, mais traverse difficilement les membranes et plasmiques lipidiques. Alors, la l'ionisation dépend de deux facteurs, le pKa du médicament et le potentiel de la constante d'acidité. Le pKa du médicament, c'est le pH où 50% des molécules sont ionisées et 50% non ionisées. Ouais? Donc, voilà, le degré d'ionisation dépend de deux facteurs, le pKa du médicament. Donc, c'est le pH, potentiel d'hydrogène, où 50% des molécules sont ionisées et 50% non ionisées. Si par exemple, au pH égale à, au pH égale à 7, neutre, mais pour un médicament, vous avez 50% des molécules qui sont ionisées, 50%, mais le pKa est égal à 7. Donc, pH, dans ce cas, égale pKa. Le pH du milieu, par exemple, l'estomac est très acide. OK? Donc, si vous avez un estomac très acide, c'est certain que sur vos médicaments qui gagnent des groupements amino, et des groupements amino, ça arrive sous forme cationique, parce qu'une fois que vous arrivez dans l'estomac, donc milieu riche en protons, donc toute base, tout groupement amino, il y a protoné, alors que groupement et acide carboxylique a prêté tel quel, il n'y a pas protoné. OK? Donc maintenant, arrivé au niveau de l'intestin, on a là, c'est là, en fonction de pH là, et 6-8, donc acidité les diminuer. Donc on a là, si acidité a diminué, et bien c'est là où on va venir gagner groupement et acide carboxylique, les mêmes qui prennent et éventuellement et céder et proton qui prennent venir sous forme ionique. OK, qui prennent venir sous forme ionique, ou du moins, et pourquoi pas le NH3+, donc qui a cédé proton, qui a protoné sous forme normale. Il existe un nombre assez impressionnant de molécules médicamenteuses qui contiennent un groupement fonctionnel de type amine. Donc là, on parle de NH2. Donc, ceci est dû à de très bonnes raisons. Bien souvent, les amines sont impliquées dans des interactions liant des médicaments avec sa cible. N'oubliez pas que les groupements amines ou bien aminos sont capables de participer à la formation de la liaison hydrogène, tout comme le groupement hydroxyle est capable de participer à la formation de la liaison hydrogène. Les amines apportent aussi une réponse élégante au problème de la délicate balance entre les exigences d'hydrosolubilité et de l'hyposolubilité. Bon, oui, on peut, par exemple, grâce à un groupement amine, faire des modifications dans la structure du médicament et influencer la balance hydrosolubilité et l'hyposolubilité d'un médicament. OK? Je vais vous donner un exemple rapidement.
si on prend cet hydrogène, on remplace cet hydrogène par un groupement méthyle ou un groupement éthyle, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on réduit la polarité. On réduit la polarité et on réduit l'hydrosolubilité du médicament parce que on remplace un hydrogène par un groupement hydrophobe, lipophile. Vous comprenez? Bon, si par exemple cet alcool, on transforme cet alcool en groupement méthoxy, c'est-à-dire qu'on prend l'hydrogène, on remplace l'hydrogène par un groupement méthyle, automatiquement, on diminue la polarité, on diminue l'hydrosolubilité et on augmente la liposolubilité. OK? Alors, il y a des conséquences et que m'ba di nou, justement arrêté dans solubilité, liposolubilité, mais ça, pour nous connaître, si groupement ça yo, par exemple, le groupement hydroxyle, mais c'est lui-même qui va former liaison avec le récepteur là, avec enzyme non, liaison qui va le bailler faire, mais le fait qu'on fait des modifications là-dedans, ça capable de solder à une perte d'activité. Donc, avant de faire des modifications, il faut s'assurer que modification ça n'a pas un impact négatif sur effet sur activité et médicaments. Nous poursuivons avec le degré d'ionisation de médicaments. Les amines sont des bases faibles, bases de Lewis, c'est-à-dire et base de Lewis, dans ce cas, c'est des groupements, des molécules qui possèdent un atome avec des doublets non liants. Donc, azote possède un doublet non liant. Okay? Azote, c'est 5 et azote, c'est 5 électrons de valence. Donc, voilà, 5 électrons de valence. Donc, si on a fait une structure de Lewis pour azote, c'est voilà les 5 électrons de valence. Par exemple, si on a écrit NH3, ammoniac C, OK, voilà, donc il y a azote possédé un doublet non liant. Mais ce doublet non liant, li bay ammoniac en caractère basique. Donc, toute molécule qui gagne un atome qui possède des doublets non liants, comme le cas de l'ammoniac C, eh bien, nous les bases de Lewis. Mais c'est des bases faibles. OK, c'est des bases faibles. OK, ma quitte là, parce que c'est une carte besoin. C'est des bases faibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les amines sont des bases faibles, bases de Lewis, et en général, on constate qu'un bon nombre de médicaments, parmi les plus efficaces, sont des amines dont la valeur du pKa se situe entre 6 et 8. Donc, il s'agit de médicaments qui sont partiellement ionisés au pH du sang et qui peuvent facilement modifier la position de l'équilibre existant entre les formes ionisées et les formes non ionisées. N'oubliez pas que le pKa, c'est pH auquel, eh bien, pour un médicament donné, vous avez 50% de formes ionisées et 50% de formes non ionisées. Mais n'oubliez pas que c'est la forme ionisée du médicament qui traverse beaucoup plus facilement la membrane plasmique des entérocytes. Donc, la membrane plasmique et lipidique des entérocytes. Ceci permet à de telles molécules de traverser les membranes sous leur forme non ionisée, tandis que la présence de formes ionisées confère au médicament une bonne solubilité dans l'eau, bref, permet la réalisation d'interactions liantes avec son récepteur. Alors, j'ai pris le soin aussi d'ajouter ces informations pour vous et les différentes façons de mesurer le pH, l'acidité d'un milieu de solvant. Donc, on peut le faire à travers le pH, donc ça concerne les acides forts. Et pour les acides faibles, donc on peut soit avec le pKa, avec Ka, la constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre des acides, on l'appelle Ka, constante d'acidité. Donc là, vous voyez, c'est un acide faible. Pourquoi? C'est parce que dans le cas de l'acide faible,
Donc, l'acide faible ne se dissocie pas totalement. Donc, si l'acide faible ne se dissocie pas totalement, donc vous allez avoir les formes qui sont dissociées, mais vous allez avoir une quantité d'acide qui reste telle quelle dans la solution. Donc, vous avez trois espèces en solution. OK, la proportion qui est dissociée. Donc, si vous avez un acide et comme HA. Donc, si vous avez 20% de l'acide qui est dissocié, eh bien 20% ça, là-bas est 20% H plus et puis 20% A moins. Et après, c'est 80% comme HA. Donc, là, on a trois espèces en solution. Donc, Ka, c'est pour les acides faibles, tout comme et pKa, ça concerne les acides faibles. Maintenant, il y a une relation entre Ka et pH. Bon, on va mettre là, c'est pas un cours de chimie. Maintenant, je voulais juste que nous rappelions de ces informations. Et puis de l'autre côté, donc, on vous donne l'échelle de pKa. Donc, plus pKa est faible, donc plus l'acide est fort, vous voyez bien, acide de plus en plus fort. Plus pKa est faible, plus l'acide est fort. Par exemple, nous sommes dans 0, la montée. Et en ce qui concerne les bases, alors, il faut savoir qu'à chaque acide correspond une base conjuguée. Par exemple, l'eau, la base conjuguée de l'eau. L'eau est acide, sa base conjuguée c'est OH-. NH4 plus c'est acide, sa base conjuguée c'est NH3. Et acide acétique, sa base conjuguée c'est acétate. HF, base conjuguée c'est iofluorure. H3 plus, acide, sa base conjuguée, c'est H2O. Vous voyez? Donc maintenant, pour les bases, et plus pKa est élevé, plus la base est forte. Maintenant, plus pKa est faible, plus l'acide est fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque acide correspond une base conjuguée. À chaque base correspond un acide conjugué. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que plus l'acide est fort, plus la base est faible. Plus la base est forte, plus l'acide est faible. Plus l'acide est faible, plus la base est forte. Donc, regardez pour nous, hein. Là, H3O+, c'est l'acide le plus fort. Mais regardez bien, là, l'eau, c'est la base conjuguée dérivée de l'acide le plus fort, et bien c'est la base la plus faible. OK, et nous poursuivons. Donc, nous poursuivons toujours avec degré d'ionisation des médicaments. Les médicaments cholinergiques ou anticholinergiques sont totalement ionisés. Comment ces médicaments sont-ils administrés pour assurer leur efficacité? Donc, puisqu'ils sont totalement ionisés, c'est des médicaments qui sont incapables de traverser la membrane plasmique des entérocytes. Donc, ces médicaments ne seront pas absorbés. Par conséquent, soit ils font une injection, soit ils utilisent un pro-médicament, un pro-drogue, ou bien ils utilisent une protéine qui est capable de transporter le médicament ça à travers la membrane plasmique des entérocytes des cellules. Donc, c'est trois stratégies ça qu'on est capable de mettre en place pour administrer un médicament comme les médicaments cholinergiques ou encore anticholinergiques. Ouais, on a ici des exemples de médicaments. Et là, nous avons bétanicol. C'est des médicaments toujours ionisés, donc c'est des médicaments qui posent problème, qui au niveau de l'absorption, au niveau des entérocytes. Donc, dernier point, c'est le gabarit des médicaments, c'est-à-dire le poids moléculaire des médicaments, des capables de grosseur, si vous voulez. Donc, la plupart des médicaments, le plus souvent administrés, sont caractérisés par une masse moléculaire ne dépassant pas 500. OK, quoi qu'il en soit, comme tel, le gabarit d'un médicament n'empêche pas son absorption. Certes, au fur et à mesure que la masse moléculaire augmente, la vitesse d'absorption diminue, mais les molécules de gros gabarit ont toujours la possibilité d'être absorbées. Par exemple, la cyclosporine,
malgré sa masse moléculaire proche de 1202, est correctement absorbé au travers de la membrane plasmique. Voici cyclosporine. Ouais, c'est une grosse molécule. OK, une grosse molécule. Donc, malgré son gabarit, donc, il est correctement absorbé. Donc, le facteur qui conditionne de façon cruciale l'absorption est la polarité. OK, est la polarité et c'est plutôt là qu'il faut chercher les causes de la mauvaise absorption des molécules volumineuses. Donc, c'est pas tant le gabarit, mais c'est la polarité. OK, maintenant, l'importance du nombre d'interactions par liaison hydrogène. Je rappelle que les médicaments n'agissent pas par Bluetooth. Les médicaments n'agissent pas par Bluetooth ni par infrarouge. Donc, les médicaments agissent par l'intermédiaire d'interaction entre le médicament et la cible thérapeutique. OK? Maintenant, le plus souvent, cette interaction se fait par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes. Maintenant, quelles sont les conditions nécessaires à la formation de la liaison hydrogène? La liaison s'appelle liaison hydrogène, pont H ou pont hydrogène. Mais il faut qu'il y ait une molécule qui possède un atome avec des doublets non liants, comme c'est le cas de l'oxygène ici. OK, voilà, on a oxygène dans la molécule d'eau qui possède deux doublets non liants. OK, donc ces deux doublets non liants, il faut qu'il y ait dans la molécule un atome avec au moins un doublet non liant. Par exemple, si vous avez un atome d'azote qui forme trois liaisons, l'azote là qui a formé quatre liaisons, okay? Ça fait me 3, à ce moment, la bon doublet non liant. Donc, ouais, donc doublet non liant, ça a la capacité pour lui former liaison hydrogène. Et atome qui est capable de faire ça, c'est azote, oxygène et fluor. Donc, atome qui gagne doublet non liant, l'atome qui possède le doublet non liant, c'est un accepteur de liaison hydrogène. C'est un accepteur de liaison hydrogène. Par exemple, ici, l'oxygène, cette molécule d'eau, est un accepteur de liaison hydrogène. Maintenant, l'autre molécule d'eau, alors, premier critère là, c'est que dans la molécule, il faut qu'il y ait un atome avec des doublets non liants. Un ou plusieurs doublets non liants. Et par exemple, fluor possède trois doublets non liants, oxygène possède deux doublets non liants, azote possède un doublet non liant. Deuxième critère là, il faut qu'il y ait soit dans la même molécule ou dans une autre molécule, un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif. Donc là, nous gagnons l'oxygène qui est le deuxième élément plus électronégatif. Donc, vous voyez, on a un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif et il s'agit de l'oxygène. Donc, cet hydrogène, lui-même, il possède une charge partielle positive, OK? Alors, et l'oxygène, donc pas oublier que la liaison hydrogène-oxygène, c'est une liaison polaire. Oui, ça nous dit son liaison polaire, c'est parce que mais la différence d'électronégativité est supérieure à 0,50. Donc, si elle est supérieure à 0,50, donc c'est une liaison polaire. Mais une liaison polaire, elle possède un dipôle, dit deux pôles, un pôle positif sur l'élément le moins électronégatif et un pôle négatif sur l'élément le plus électronégatif. Donc, là aussi, on a une charge partielle négative. Donc, maintenant, regardez bien l'interaction. Donc, l'interaction se fait entre un oxygène qui est négatif et l'hydrogène qui est positif. Donc, ici, on parle de liaison hydrogène. Liaison hydrogène. Donc, voilà.
Donc, voici les donneurs de liaison hydrogène. Donc, si vous avez NH, OH, FH, donc tout groupement ça est capable de former une liaison hydrogène. Donc, on a là, vous avez besoin pour la liaison hydrogène d'un autre groupement qui possède un double non. Par exemple, là, donc liaison hydrogène, ouais, liaison hydrogène, donc liaison hydrogène, ok, donc liaison flèche là, parce que c'est un donneur, accepteur, voilà, liaison hydrogène, etc. Donc, et voilà un petit rappel en ce qui a trait à la liaison hydrogène. Donc, si vous avez des questions concernant la liaison hydrogène, n'hésitez pas à poser vos questions. OK, je reprends le texte. Plus il y a dans une molécule des groupes susceptibles de former des liaisons hydrogènes, moins il est probable que cette molécule sera absorbée. Pourquoi? Parce que les groupes qui peuvent former des liaisons hydrogènes, ce sont des groupes polaires. Donc, si vous avez beaucoup de groupements polaires dans une molécule, la molécule sera trop polaire, trop hydrophile, et par conséquent, il y a bien problème avec la membrane plasmique. Parce que tout ce qui est très polaire a bien difficulté pour traverser la membrane plasmique. Il ne faut pas oublier que la membrane plasmique, lui-même, lipophile, li hydrophobe. Ok, si l'hydrophobe, donc lui-même, il servi facilement avec mon qui est hydrophobe. Donc, lui-même, il pas zami mon qui est hydrophile. Donc, les groupements susceptibles de former des liaisons hydrogènes, ce sont des groupements hydrophiles. Tout groupement, ça n'a pas gardé là, NH, OH, FH, mais c'est des groupements hydrophiles. Groupements hydrophiles. Alors, comme règle empirique, on retiendra que les composés qui contiennent plus de 5 groupements créateurs de liaisons hydrogènes ou encore donneurs de liaisons hydrogènes, ou plus de 10 groupes accepteurs de liaisons hydrogènes, ou plus de 10 groupes accepteurs de liaisons hydrogènes, bon, ça c'est une répétition, seront faiblement absorbés. Ok, donc c'est une règle empirique. On peut faire correction là. C'est une règle empirique. Donc ça, c'est un bagage pour nous suivre dans la molécule que nous avons pour nous voir vraiment est-ce que nous avons un pile groupement, soit d'honneur, soit d'accepteur de liaison hydrogène. Mais comme vous le savez, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Quelques exceptions sont connues. Ainsi, le méthotrexate, un anticancéreux, et l'érythromycine, un antibiotique, sont bien mieux absorbés que prévu en raison de l'intervention de transport actif faisant intervenir des protéines de transport. Donc, il y a certaines molécules, certains médicaments qui sont pris en charge par des transporteurs. Même si médicaments liés en pile groupe en polaire, eh bien, puisqu'il y a une molécule à travers membrane, un transporteur qui dit, bon, même vini, ma passe avant, eh bien, médicament est absorbé. Mais si c'est lui-même qui, à travers la bicouche lipidique, pour passer pour col, il n'est pas jamais absorbé tant que le patient au monde qui dit, mon cher, en aller, qu'un même m'a traversé ensemble avant. Donc, pour ces deux médicaments, il y a un transporteur au niveau de la membrane qui assure le transport, bien que eux-mêmes très polaire. Voici les deux molécules dont on parle. Donc, si vous voyez bien, on regarde pour nous. Donc là, méthode exacte, c'est premier. Hein? Méthode exacte. OK. Deuxièmement, c'est érythromycine. OK. Deuxièmement, c'est érythromycine. On regarde les méthodes exactes. Groupement amino, ouais. 1, 2, 3, 4 groupements polaires, 5 groupements polaires et cycle ça très probablement par rapport aux atomes d'azote qui gagnent là, c'est très probablement des groupements polaires. Voilà encore là. Et azote, donc, ouais, c'est des molécules qui gagnent un peu le groupement polaire. Bon, là même, si on va prendre les groupements polaires qui gagnent 1, OH2, et groupement carbonyl, OH, OH, groupement carbonyl, azote, et voilà, on a un atome d'azote ici,
Donc, même cette fonction éther-là, a une certaine polarité. Ouais? Donc, et malgré la présence de beaucoup de groupements polaires dans ces molécules, ils sont quand même absorbés parce que, eh bien, au niveau de la membrane plasmique, il y a des transporteurs qui prennent en charge. Donc, on va s'arrêter ici. Nous poursuivons avec le cours à travers une nouvelle vidéo la semaine prochaine et nous poursuivons avec modélisation moléculaire, amélioration de la solubilité et de la perméabilité membranaire des médicaments. Donc, nous avons vu que certains médicaments peuvent être médiocres par rapport à leur solubilité et leur perméabilité membranaire. Eh bien, nous allons voir comment on peut améliorer la solubilité et la perméabilité membranaire de médicaments grâce à des modifications au niveau de la structure du médicament. Voilà, et je souhaite un bon visionnage. Donc, j'attends les questions et surtout le devoir sur les médicaments qui est capable d'activer ou désactiver les cytochromes B450. Donc, j'attends cette liste et au plus tard jeudi prochain.